Alors cet après-midi, on est un peu plus dans les temps, ni d'avance. Donc je vais demander à Besançon déjà de se rapprocher de la scène. Je vous laisse choisir PowerPoint ou PDF. Voilà. Oui, Besançon font autant de bruit que Strasbourg, mais c'est normal, ils viennent souvent avec beaucoup de supporters. Je vous apporte. Je te donne un. Ouais. Ça marche ? Je suis à vous. Ok. Est-ce que le jury est prêt à enchaîner? Donc c'est l'avant-dernière présentation. Est-ce que... J'attends juste que tout le monde soit OK. C'est bon? Bon, OK. Eh bien, on vous laisse la parole. Vous avez les 2 micros, c'est OK. Très bien. À vous de jouer. 15 minutes, comme tout le monde. Tout d'abord, mesdames, messieurs les spectateurs, mesdames, messieurs les jurés, bonjour. Contrairement à la révolution industrielle, la révolution biomimétique ouvre sur une ère qui ne repose pas sur ce que nous pouvons prendre dans la nature, mais sur la possibilité de changer notre façon de cultiver, de fabriquer des matériaux, de produire de l'énergie, de nous soigner, de stocker de l'information et de gérer nos entreprises en allant chercher l'inspiration dans le vivant. Tels sont les mots de Janine Benyus, qui est une préceptrice dans le concept du biomimétisme. L'innovation par le vivant est un concept qui devient de plus en plus populaire au fil des années. Et cela ouvre de nouvelles dynamiques, notamment dans le domaine du bâtiment. Vous, Soprema, êtes très investi dans ce qui est la recherche dans le biomimétisme et vous êtes un des leaders sur les marchés du bâtiment, notamment dans plusieurs marchés. On peut citer l'étanchéité, l'isolation ou encore la gestion de l'eau. Nous sommes Pauline, Eva, Florent, Lucie et Arthur. Nous représentons l'UIT de Besançon et voici notre prestation de veille. Votre activité se fait aujourd'hui sous différentes contraintes. En tant qu'entreprise qui innove dans le secteur du bâtiment, vous êtes soumis à des contraintes climatiques. Cela implique d'adapter vos produits et services dans chacun de vos projets. Il est donc nécessaire, voire impératif, d'innover dans de nouveaux matériaux. Ils répondraient à ces exigences et conféreraient à vos structures de nouvelles propriétés. À ce jour, la majorité de vos produits est composée de pétrole. De ce fait, vous visez à inscrire votre démarche dans une idée responsable de l'environnement en diminuant votre dépendance au pétrole. Amenuire votre utilisation des ressources fossiles et vous inspirer du vivant pour développer de nouvelles technologies seraient des solutions intéressantes. En pleine accélération, le bouleversement climatique impose un rythme d'innovation accru. Il s'agit donc d'innover en anticipant la réactivité de vos concurrents. Certains d'entre eux, comme Actis, Knauf ou STO, se sont déjà positionnés face aux nouvelles exigences environnementales. Vous, Soprema, est une entreprise innovante. C'est pourquoi vous nous avez demandé cette requête qui est « Quelles solutions émergentes inspirées de la nature permettront à Soprema d'innover sur ces marchés ?» Nous avons préparé notre présentation sur 2 grandes parties. La première qui se baserait sur des solutions qui répondraient aux problématiques auxquelles vos marchés font face. Et la seconde partie qui développerait donc notre réflexion sur une stratégie de veille et notre méthodologie. Des solutions inspirées de la nature, aujourd'hui, il en existe des centaines. Pour sélectionner les bonnes pistes, nous nous sommes basés sur vos 3 principaux marchés, qui sont donc l'étanchéité, l'isolation et la gestion de l'eau. Et nous avons sélectionné 3 exemples de pistes d'innovation. Vous êtes présent sur le marché de l'isolation et vos matériaux doivent assurer 2 fonctions principales, qui sont donc phoniques et thermiques.
Nous avons choisi d'utiliser le modèle du caméléon dans le but d'isoler thermiquement la maison. En effet, le caméléon a la capacité de réguler sa chaleur corporelle grâce à sa caractéristique qui lui permet de changer de couleur. Cela fonctionne grâce aux chromatophores qui sont présents dans sa peau et qui absorbent certains rayons lumineux ou, à l'inverse, en rejettent certains. L'idée est alors de réaliser une peinture qui utiliserait les mêmes propriétés thermiques que le caméléon pour permettre de conserver la chaleur en hiver ou, à l'inverse, de refroidir en été. Vous êtes présent dans le marché de l'étanchéité et vos matériaux doivent assurer deux fonctions principales. La résistance à l'air et à l'eau, mais aussi la condensation qui peut être faite par l'eau. Nous avons choisi d'utiliser le modèle du byssus qui est produit par la moule dans le cadre de l'étanchéité. Ce sont des filaments sécrétés par une glande et qui permettent à la moule de se fixer à n'importe quel support, même sous l'eau, et notamment sous l'eau car la résistance est grandement accrue. L'idée est alors de réaliser une colle qui serait actuellement la plus étanche et la plus performante sur les marchés actuels de Soprema. Et de plus, cela servirait à compléter le dispositif que vous utilisez déjà, qui est donc la fleur de lotus, et qui permettrait par exemple de fixer les panneaux étanches. Vous êtes présent sur le marché de la gestion de l'eau et vos matériaux doivent ainsi assurer une fonction importante qui est la valorisation et la récupération de l'eau. Nous avons choisi d'utiliser la capacité particulière du scarabée du désert dans le but de produire de l'eau. Celui-ci a la caractéristique de pouvoir récupérer l'humidité ambiante dans le but de faire de l'eau potable pour lui-même. Donc, c'est grâce à sa carapace qui est considérée comme hydrophile et qui est formée de microbosses et de micro-rainures qui lui permettent donc cette récupération d'humidité. L'idée est alors de réaliser un objet ou un contenant qui utiliserait cette même structure dans le but de récupérer de l'eau grâce à l'humidité ambiante. Comme l'a dit Florent, des pistes biomimétiques, il y en a des centaines. Mais comment savoir laquelle aboutira à un vrai projet industriel ? En effet, le biomimétisme nécessite un processus d'innovation spécifique. Pierre-Emmanuel Fayemi a réalisé une thèse sur le sujet qui s'intitule « Innovation par la conception bio-inspirée, proposition d'un modèle structurant les méthodes biomimétiques et formalisation d'un outil de transfert de connaissances ». Dans cette thèse, il propose un processus d'innovation qu'il représente par cette matrice. C'est un double cycle qui met en lien le vivant et la technologie. Nous avons décidé de développer 3 étapes qui nous semblent charnières. La première, la 4e et la 8e. La première étape consiste à analyser le problème technique que l'entreprise souhaite résoudre. Il faut rechercher en priorité la fonction souhaitée, la fonction que souhaite développer l'entreprise. Par exemple, dans votre cas, ça peut être l'isolation. La 4e étape implique de réaliser une démarche qui prend pour modèle le vivant. Il faut rechercher les modèles qui peuvent aider à résoudre le problème grâce à leurs caractéristiques spéciales. La 8e et dernière étape de la matrice consiste à tester la solution inspirée du vivant sur le problème initial. 2 issues à cette étape existent. La première serait la réussite du test. La solution apportée fonctionne, le problème sort de la boucle, un autre problème est traité. Dans le cas où le test échoue, le problème est alors repris, une fois encore analysé, et le cycle de la matrice reprend donc. Alors concrètement, que doit faire Soprema ? Nous vous proposons de suivre les acteurs parce que ça va vous permettre d'anticiper. En effet, on va connaître leurs projets avant la publication. Parce que les acteurs, c'est eux qui vont donner les innovations de demain. En plus, suivre les acteurs, c'est plus facile en termes de recherche. En effet, le vocabulaire, les termes spécifiques pour les prochaines innovations n'existent pas forcément encore, alors que les acteurs, c'est nominatif, donc on peut les suivre avec leur prénom. Alors comment on peut trouver les acteurs ? On a élaboré une méthodologie de veille. Pour ce faire, nous vous conseillons tout d'abord d'organiser des réunions qui réuniraient des scientifiques et des membres qui font partie de réseaux de recherche et développement de vos différents marchés. Suite à ces réunions, on va en découler un brainstorming, donc des problématiques que les chercheurs souhaitent développer, du vocabulaire, des mots-clés ou des champs lexicaux. À partir de ce vocabulaire, on va en récolter, on va faire des requêtes qu'on va interroger sur des bases de données, qui peuvent être des bases de données scientifiques, des archives ouvertes ou des brevets technologiques, et d'autres requêtes qu'on va interroger sur le web avec des moteurs de recherche qui vont nous renvoyer à des sites d'incubateurs, des pôles de compétitivité.
À partir de ces requêtes, on va aboutir à différents types de documents, que ce soit des articles, des thèses, des brevets. Et 2 résultats vont en découler. Dans un premier temps, on va retomber sur du terme spécifique qu'on va pouvoir donc réinterroger, car ça va être des nouveaux mots-clés, donc nouvelles requêtes à partir des bases de données, des moteurs de recherche. Et on va obtenir aussi un deuxième résultat qui vont être les acteurs, qui peuvent être des doctorants, des chercheurs, des startups, des laboratoires notamment. En termes de requêtes, pour que ce soit pertinent, on vous conseille donc d'associer un terme spécifique de vos marchés avec un terme spécifique du biomimétisme et de la bioinspiration. Toute notre méthode de veille repose sur la recherche d'acteurs, car c'est eux qui proposeront de nouvelles solutions. Grâce à la méthode expliquée précédemment, nous avons pu établir une cartographie d'acteurs que vous pouvez retrouver également en annexe page 15. Comme exemple de centre de réseau de compétences, il y a le CBIOS. Acteur incontournable du biomimétisme, il est implanté dans le domaine depuis 2015. Également en partenariat avec l'ADME pour financer des projets, il a pour mission de mettre en relation les acteurs au niveau national et international. De plus, de nombreux appels à projets existent, mais ils s'adressent pour la plupart aux chercheurs. Pour autant, il peut s'agir de contacts à explorer que vous pouvez retrouver en annexe. De plus, notre étude de veille nous a amené à la conclusion qu'il fallait orienter les recherches sur 3 axes: les matériaux composites, les microstructures et les imprimantes 3D et 4D. Au niveau des matériaux composites, nous avons Aero Composites Satonge, qui est une entreprise qui fabrique, répare et vend des matériaux composites. Il s'agit de produits composés de 2 couches qui possèdent les propriétés des 2 couches. Si ces matériaux étaient seuls, ils ne posséderaient pas les propriétés des 2 produits, par exemple du ciment et du liège. Ensuite, le laboratoire Formulation, Microstructure, Modélisation et Durabilité fait partie de l'institution IFSTAR. Ce sont des chercheurs travaillant sur les microstructures dans le génie civil. Ils cherchent à développer des formulations permettant de créer du béton plus respectueux de l'environnement. Enfin, l'étude de l'impression 3D et 4D est le 3e axe. Ces technologies permettent de créer des matériaux pouvant s'adapter à leur environnement. Par exemple, Pascal Ciarletta, professeur à l'Université Polytechnique de Milan, étudie ces phénomènes. Il s'agit pour le moment de travaux théoriques, mais ces recherches pourraient être adaptées dans le secteur du bâtiment. Pablo Zaviatelli est professeur et il explique qu'il s'est inspiré des os humains pour créer des matériaux imprimés en 3D. La structure des os est très solide et du coup, ça pourrait être possible de la reproduire pour créer des matériaux plus résistants. Après avoir trouvé ces acteurs, il faut les suivre. Donc, nous vous conseillons de suivre les thésards et les chercheurs que nous avons recensés. Vous pouvez également en trouver d'autres sur ResearchGate, qui est un réseau social de chercheurs. Les suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn peut être intéressant. Comme ça, vous pouvez savoir dans quelles conférences, colloques, événements ils se rendent. Et ça vous permet de savoir dans quelle orientation ils veulent mener leurs recherches. Vous pouvez également les chercher sur Crunchbase, qui est une plateforme de recherche sur des sociétés publiques et privées. Donc toutes ces innovations peuvent éventuellement vous mener à changer de business model. Actuellement, vous êtes en économie circulaire qui compose donc de 3 principes. Le principe de réemploi, donc vous allez utiliser à nouveau des biens qui ne sont pas des déchets sans modifier leur usage initial. Le deuxième principe de l'économie circulaire est la réutilisation. Vous allez exploiter à nouveau un déchet en détournant éventuellement son besoin, son usage initial. Et le troisième principe de l'économie circulaire que vous mettez en place est le recyclage. Vous utilisez la matière première d'un déchet pour fabriquer un nouvel objet. En effet, depuis novembre 2019, vous recyclez les membranes d'étanchéité des toitures pour récupérer le bitume et re-rentrer dans un cycle d'économie circulaire. Une piste que nous vous proposons, c'est pourquoi pas suivre de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité a pour principe de vendre l'usage, la performance d'un bien et non pas le bien en lui-même. En effet, M. Lavoisier, qui est donc un précurseur de ce mode de pensée actuel, affirmait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous constatons aujourd'hui que le biomimétisme s'inscrit dans cette démarche. Notre étude de veille est terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Un petit problème de micro. Vas-y. On a dû faire 13, je pense.
On a fait ce qu'on a prévu, je pense. Sur la partie veille, je suis pas sûr d'avoir bien compris si vous mettez complètement en opposition avec la veille en mode classique ou si vous faites juste de la veille en disant que c'est complètement différent. Je m'explique. Vous dites on s'intéresse pas aux informations, on s'intéresse aux informants. Moi, je pourrais dire on s'intéresse pas aux informations, on s'intéresse aux sources d'informations. Et finalement, vous dites il faut avoir des axes de surveillance et puis on va aller chercher les profils Twitter, les profils LinkedIn, les profils ResearchGate. Par exemple, j'ai pris votre exemple à une personne que je connaissais pas dans une société. Elle n'a pas de profil Twitter. Sur LinkedIn, elle y est, mais elle n'a rien publié. Et par contre, il y a un site internet de cette boîte où il y a de l'information. Donc du coup, je voudrais savoir un peu préciser votre idée autour de la veille et savoir si vous si vous avez essayé de mettre en œuvre ce que vous partagez comme recommandation autour de la veille. Alors en fait, nous, on a basé notre étude de veille donc, sur suivre les acteurs. Ouais. Et donc, il faut trouver ces acteurs. Donc vous avez dit, vous l'avez trouvé sur le site. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette méthode de veille en partant donc d'une réunion et pour aboutir à différents types de documents. Et dans ces documents-là, donc, on va avoir ces acteurs. Et donc après, on va pouvoir les suivre leur innovation là-dessus. Parce que tout se repose sur les mots-clés. Et comme les mots-clés n'existent pas forcément pour les futures innovations, il faut mieux suivre la personne en elle-même. Mais du coup, ça, c'est de la veille classique. Oui, mais nous, on axe tout sur l'acteur, sur les acteurs, et non pas sur l'information en elle-même. En fait, c'est des innovations du futur. Donc aujourd'hui, on peut pas. C'est compliqué de les trouver puisque c'est dans le futur et que c'est pas forcément publié. Les acteurs, eux, ils vont être sur leur projet et on va pouvoir les trouver. Les acteurs sont des sources inépuisables d'informations puisque tout au long de leur carrière, ils vont continuer à rechercher de l'information, mais à continuer d'essayer de trouver des innovations, trouver des solutions à des problématiques humaines. Et le fait d'avoir des informations sur eux, de les suivre eux, c'est quelque part aussi suivre leurs recherches. Donc forcément, les tests qui vont sortir, les études qui vont sortir, les tests qui vont être réalisés, s'il y a des réussites, s'il y a des échecs. J'entends, mais en fait, ça, c'est juste en fait, c'est un continuum. Il y a des gens qui publient des informations sur des sources d'informations, donc suivre les gens, les informations ou les sources, en fait, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc du coup, c'est pas... Non, parce que j'avais l'impression que vous présentez ça en mode on va faire un gros pas de côté sur la veille, on va dire on oublie ce qu'on fait d'habitude. Dans le dossier, je l'ai lu un peu comme ça, et dans la présentation, je l'ai un peu lu comme ça, je l'ai entendu comme ça. Du coup, ça m'a interpellé fortement. Non, on a suivi une veille plutôt générique, mais c'est juste que sur ce cas-là, on souhaitait vraiment encore plus anticiper les innovations et donc les informations qu'on peut trouver d'intéressantes sur les innovations en se basant sur les acteurs vraiment qui sont la source même des informations qu'on peut trouver. Ce sur quoi je vous suis, finalement, une veille prospective, à un moment, il faut trouver des gens qui pensent un peu hors du cadre et qui vont pouvoir pointer des choses sur lesquelles on n'a pas encore forcément des mots-clés. Mais du coup, j'avais vraiment l'impression que c'était oublions la veille classique et faisons de la veille comme ça. Donc, je voulais juste préciser. Je voulais revenir sur votre idée de l'économie de la fonctionnalité, qui est une excellente idée, parce que vous appartenez à une génération, si je prends par exemple un petit parallèle avec l'automobile, ma génération, on rêvait tous d'acheter une voiture et de posséder une voiture. Aujourd'hui, j'ai l'impression que votre génération vont plus dans l'économie de la fonctionnalité en se disant finalement, non, on va plutôt louer une trottinette, on va plutôt louer une voiture quand on va en avoir besoin. Par rapport au bâtiment et par rapport à notre habitation, c'est des choses auxquelles on a déjà souvent réfléchi et on n'a jamais osé franchir le pas, par exemple, dans l'étanchéité, en se disant, plutôt que de vendre des matériaux, on va vendre la fonction étanchéité pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Et le propriétaire du bâtiment, le locataire, va payer l'entretien, le renouvellement, la mise aux normes, etc. Et est-ce que vous, en tant que jeune, bientôt propriétaire, locataire ou utilisateur de votre habitation, vous iriez vers une économie de la fonction pour l'habitation ? Alors nous, aujourd'hui, il faut savoir que le mode de pensée un petit peu des jeunes de 20 ans, on va dire, on n'est pas dans l'optique d'être propriétaire d'un objet.
comme vous avez dit, notre but, c'est pas d'être propriétaire. Et l'économie de la fonctionnalité, on n'est jamais propriétaire puisque c'est l'entreprise qui garde sa propriété. Donc, oui, je pense que nous, ça ne nous gênerait pas, en quelque sorte, d'investir dans la construction. Après, vous, de votre côté, dans le domaine de la construction, vous pourrez donc vendre, admettons, le confort, vendre une température pour le particulier, et non pas un panneau d'isolation, par exemple. Mettre en avant sur ce point-là. Et donc, je pense que oui, on est dans cette optique-là. De toute façon, aujourd'hui, on ne veut pas forcément être propriétaire d'un bien. Je pense que vous avez raison, et ça rejoint un peu ce que vos camarades tout à l'heure ont dit de veille sociétale. Et je pense que c'est une tendance lourde de la société qui va plus vers des fonctionnalités que vers de la possession de biens. Je pense que vous l'avez très justement mis en avant. Moi j'ai une question sur Saintonge, le truc de composite là. Vous m'avez perdu. Est-ce que vous pouvez reprendre votre explication? Pourquoi on doit surveiller? Alors j'essaie de reprendre votre raisonnement. De ce que j'ai compris, c'est que Aérocomposite Saintonge, c'est une source d'information qu'il faut surveiller, c'est ça? En fait, nous, on veut s'axer sur 3 axes parce que c'est ce qu'a donné les résultats de notre veille. Après, pourquoi Aérocomposite Saintonge? Parce que c'est une entreprise qui propose des matériaux composites et ça pourrait être quelqu'un avec qui vous pourriez être en partenariat, quelqu'un avec qui vous pourriez être en partenariat. Est-ce que vous avez regardé la composition d'un matériau composite? Alors généralement, les matériaux composites, c'est composé d'une couche artificielle et d'une couche naturelle. Ouais. Voilà. Moi, je suis resté aux matériaux composites de l'aéronautique, où c'est une couche plastique et une couche, alors je ne sais pas si c'est métallique ou autre, ou une résine, et que comprimé ensemble, c'est ultra résistant. Enfin bon, les avions sont en matériaux composites, et qu'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, les avionneurs se sont posé la question en se disant mon Dieu, nos avions, ils sont en matériaux composites, comment on fait pour les dépolluer? Donc voilà, donc moi c'était juste par rapport à ça. Est-ce que vous avez des précisions à apporter? Je suis allé regarder le site rapidement de Saintonge, il parle d'époxy, il parle de matériaux composites en fibre de carbone, donc j'arrive pas à faire le lien en fait dans votre raisonnement par rapport au sujet. Alors aujourd'hui, les matériaux composites, il y a une partie qui dépend du pétrole, forcément. Si on regarde encore plus loin, on pourrait créer des matériaux composites à partir de matériaux biosourcés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des matériaux qui sont biosourcés, qui aident à construire, qui participent dans les structures des bâtiments. Et les matériaux composites, aujourd'hui, qui dépendent du pétrole quasiment en totalité, ils pourraient être tournés vers des matériaux composites biosourcés qui, du coup, dépendent pas du pétrole et respectent beaucoup plus l'environnement. Donc, c'est pour ça que ça s'inscrit dans notre réflexion. C'est parce qu'on réfléchit à l'environnement et les matériaux composites biosourcés, c'est une manière de respecter l'environnement. Moi, j'ai une dernière question, un peu plus générale sur votre expérience dans ce challenge. Je pense que vous avez découvert le sujet et la société Soprema au moment de la révélation du sujet. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur ce sujet pendant quelques jours de façon intense, puisque j'ai l'impression que c'est très très intense, est-ce que vous ressortez avec de nouvelles idées, avec des perspectives, ou est-ce que ça vous a ouvert des champs de réflexion que vous ne soupçonniez pas avant ? Tout à fait. En fait, ça nous a apporté à la fois beaucoup de connaissances et d'expériences dans ce milieu. Parce qu'en fait, nous, depuis le début qu'on est arrivé en première année à Besançon, Madame Simoneau, notre professeure de veille, nous faisait travailler un petit peu tout ce qui était naturel. Donc on a travaillé sur l'hydroponie, l'agroforesterie, la chaleur fatale. Donc on était déjà assez à l'aise dans un domaine qui nous rappelait le naturel. Donc trouver ces nouvelles idées, ces nouvelles fonctionnalités, ça nous a vraiment donné des idées afin de pouvoir continuer à peut-être réaliser de la veille dans ce domaine, et pourquoi pas essayer de trouver un stage ou tout simplement s'inspirer de ces faits pour des projets futurs.
Après, juste pour rebondir, aujourd'hui, on est comme dans un contexte sociétal où l'environnement, la protection de la planète, c'est vraiment mis en avant. Et donc, surtout notre génération, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette optique. Et donc, limiter le pétrole, puis utiliser imiter la nature, qui est quand même l'essence même de l'homme, j'ai envie de dire. On était bien là. Enfin, les innovations qu'on voulait mettre en place, oui, ça nous intéresse fortement, quoi. Ok, merci. Excusez-moi.